L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Partie 4 du livre audio, 4e partie du roman Le Fortin. Chapitre 16. Le docteur continue le récit. Comment le navire fut abandonné. Il était environ 1h30, 3 coups en langage de marin, quand les 2 canots quittèrent l'Hispaniola. Le capitaine, le chevalier et moi discutions dans la cabine. S'il y avait eu un souffle de vent, nous serions tombés sur les 6 mutins restés à bord. Nous aurions filé la mare et pris le large. Mais il n'y avait pas de vent et, pour ajouter à notre impuissance, Hunter descendit avec la nouvelle que Jim Hawkins s'était glissé dans l'un des canots et était parti avec les autres. Il ne nous vint pas à l'esprit de douter de Jim Hawkins, mais nous étions inquiets pour sa vie. Étant donné l'état d'excitation des hommes, il y avait peu de chance pour nous de le revoir. Nous courûmes sur le pont. La poix bouillait dans les joints. L'infecte puanteur environnante me donnait la nausée. Dans cette abominable baie, on respirait à plein nez la fièvre et la dysenterie. Les 6 bandits, assis à l'ombre d'une voile dans le gaillard d'avant, ne cessaient de bougonner. Du côté du rivage, presque à l'embouchure de la rivière, nous pouvions voir les yoles filer rapidement, un homme à la barre dans chacune. L'un des hommes sifflait « Lili Belero ». L'attente nous exaspérait. Il fut résolu que j'irais avec Hunter dans le petit canot en quête de nouvelles. Les yoles avaient appuyé sur la droite, mais Hunter et moi nous mîmes le cap droit dans la direction où le fortin était indiqué sur la carte. Les 2 hommes qui gardaient les canots s'émurent de notre venue. Lili Belero s'arrêta et je pus les voir discuter ce qu'il convenait de faire. Fussent-ils allés prévenir Silver, tout aurait pu tourner autrement. Mais je suppose qu'ils avaient des ordres précis. Ils décidèrent de rester tranquillement où ils étaient et Lili Belero reprit de plus belle. La côte offrait une légère saillie et je gouvernais de façon à la placer entre eux et nous, en sorte qu'avant même d'accoster, nous fûmes hors de vue. Je sautai à terre et me mis en marche aussi vite que la prudence le permettait, muni d'un grand foulard de soie sous mon chapeau, contre l'ardeur du soleil, et d'une paire de pistolets chargés pour notre sécurité. Je n'avais pas parcouru 50 toises que nous étions déjà au fortin. Une source d'eau limpide jaillissait, presque au sommet d'un monticule. Sur le monticule et autour de la source, on avait construit de solides murs de rondins capables de contenir une 40aine de personnes et percés de chaque côté de meurtrières pour la mousqueterie. Tout autour, on avait défriché un large espace et le tout était enclos par une palissade haute de 6 pieds, sans porte ni ouverture d'aucune sorte, trop bien plantée pour être abattue sans beaucoup de temps et de peine, et trop à découvert pour protéger les assaillants. Les occupants du fortin avaient tous les avantages. Ils étaient à couvert et pouvaient tirer sur l'ennemi comme sur un lapin. Tout ce qu'il fallait, c'était bien monter la garde et avoir des vivres. À moins d'une complète surprise, ils auraient pu tenir contre un régiment. La source me plaisait particulièrement. En effet, si nous avions dans la cabine de l'Hispaniola une assez bonne forteresse avec beaucoup d'armes et de munitions, de victuailles en abondance et d'excellents vins, une chose avait été oubliée. L'eau manquait. Je réfléchissais là-dessus quand le cri d'un homme frappé à mort retentit sur l'île. Ce n'était pas la première fois que je faisais connaissance avec la mort violente. J'ai servi son Altesse royale, le duc de Cumberland, et j'ai été moi-même blessé à Fontenoy. Mais je sais que, malgré cela, mon cœur se mit à battre très fort. Ma première pensée fut « Jim Hawkins est mort ». C'est quelque chose d'être un vieux soldat, mais c'est plus encore d'avoir été médecin. Notre profession n'accepte pas d'hésitation. Je pris une décision sur le champ, retournai au rivage et sautai dans le petit canot. Par chance, Hunter était bon rameur. Le canot vola sur l'eau et fut bientôt arrivé le long de la goélette. Mes compagnons étaient bouleversés, naturellement. Le chevalier était assis, blanc comme un linge, pensant au péril auquel il nous avait exposés, la bonne âme. Un des 6 hommes du gaillard d'avant n'était pas beaucoup plus brillant. « Voilà un homme, dit le capitaine Smollett, en hochant la tête dans sa direction,
qui n'est pas habitué à cette besogne. Il s'est presque évanoui. Docteur, en entendant le cri, un petit coup de barre et cet homme sera avec nous. Je fis part de mon plan au capitaine et nous fixâmes les détails de son exécution. Le vieux Redruth fut posté dans la coursive entre la cabine et le gaillard d'avant avec 3 ou 4 mousquets chargés et un matelas pour se protéger. Hunter amena le canot à l'arrière et Joyce et moi nous mîmes à embarquer des caisses de poudre, des sacs de biscuits, des barils de lard, un tonnelet de cognac et mon inestimable pharmacie portative. Cependant, le chevalier et le capitaine étaient sur le pont. Ce dernier appela le quartier-maître, qui était l'homme le plus important du bord. « Monsieur Hans, dit-il, nous sommes 2 ici, avec une paire de pistolets chacun. Si l'un de vous 6 fait le moindre signe, c'est un homme mort. » Ils parurent passablement décontenancés, et après s'être brièvement consultés, ils descendirent un par un la dunette avec l'intention manifeste de nous prendre à revers. Mais à la vue de Redruth qui les attendait dans la coursive, ils revinrent sur leurs pas, et une tête émergea sur le pont. « Arrête, chien !» cria le capitaine. La tête disparut, et pour un temps, ces 6 marins d'eau douce ne donnèrent plus signe de vie. Cependant, jetant les objets pêle-mêle, nous avions chargé le canot. Joyce et moi descendîmes par le sabord arrière et nous dirigeâmes vers la côte, faisant force de rames. Le second voyage excita fort la curiosité des guetteurs. Lillibulero s'arrêta encore, et juste avant que nous les ayons perdus de vue, derrière la petite pointe, l'un d'eux sauta à terre et disparut. Je faillis modifier mon plan et aller détruire leur canot, mais je craignais que Silver et les autres ne fussent trop près. Nous risquions de tout perdre à vouloir trop gagner. Nous eûmes bientôt touché terre au même endroit que précédemment, et nous mîmes en devoir de ravitailler le fortin. Nous fîmes tous 3 le premier voyage et lançâmes nos provisions par-dessus la palissade. Ensuite, laissant Joyce pour les garder, un seul homme à vrai dire, mais avec une demi-douzaine de mousquets, Hunter et moi retournâmes au petit canot prendre un nouveau chargement. Il en fut ainsi jusqu'à ce que toute notre cargaison eût été transportée au fortin. Alors, les 2 serviteurs prirent position à l'intérieur. Quant à moi, de toutes mes forces, je ramais à nouveau vers l'Hispaniola. Que nous ayons risqué un second chargement peut sembler plus audacieux que ce ne l'était réellement. Nos adversaires avaient l'avantage du nombre, mais nous avions celui des armes. Pas un de ces hommes à terre n'avait de mousquet, et avant qu'ils fussent à portée de pistolet, nous nous flattions de pouvoir mettre hors de combat au moins une demi-douzaine d'entre eux. Le chevalier m'attendait au sabord arrière. Il avait retrouvé ses esprits. Il attrapa l'amarre, l'attacha, et nous commençâmes à charger la fragile embarcation à toute vitesse. Du lard, de la poudre et des biscuits, avec un seul mousquet et un coutelas pour chacun de nous. Le chevalier, Redruth, le capitaine et moi. Nous balançâmes par-dessus bord, à 2 brasses et demi de profondeur, le reste de la poudre et les armes, en sorte que nous pouvions voir l'acier briller au soleil sur le fond de sable fin. La marée commençait à baisser, et la goélette venait à l'appel de son ancre. On entendait des voix crier du côté des yoles, et bien que ce fût rassurant pour le sort de Joyce et de Hunter, cela nous incita à nous presser. Redruth abandonna sa coursive et tomba dans le canot que nous amenâmes ensuite vers l'arrière pour prendre le capitaine. « Holà, les hommes !» dit-il. « M'entendez-vous » Il n'y eut pas de réponse du gaillard d'avant. « C'est à vous, Abraham Gray. C'est à vous que je m'adresse. » Toujours pas de réponse. « Gray, » reprit M. Smollett avec plus de force, « je quitte ce navire et je vous ordonne de suivre votre capitaine. Je sais que vous êtes un brave homme, et j'ose dire que pas un seul d'entre vous n'est aussi mauvais qu'il prétend l'être. J'ai ma montre en main, je vous donne 30 secondes pour vous décider. » Il y eut un silence. « Allons, mon ami, » poursuivit le capitaine. « Ne vous faites pas attendre. À chaque seconde, je risque ma vie pour vous, et celle de ceux qui sont avec moi. » Il y eut un bruit de lutte, de coups, et Abraham Gray surgit avec une balafre sur la joue. Il vint en courant vers son capitaine, comme un chien à un coup de sifflet. « Je suis avec vous, capitaine, » dit-il. L'instant d'après, lui et le capitaine nous avaient rejoints dans le canot et nous nous éloignâmes sans perdre de temps. Nous avions quitté le navire.
Mais nous n'étions pas encore arrivés dans notre fortin. Chapitre 17. Le docteur continue son récit. Le dernier voyage du petit canot. Ce 5e voyage différa beaucoup des autres. En premier lieu, la véritable coque de noix dans laquelle nous étions se trouvait fortement surchargée. 5 hommes, dont 3, Trelawney, Redruth et le capitaine, mesuraient plus de 6 pieds. C'était déjà plus qu'elle n'aurait dû emporter. Ajoutez-y la poudre, le lard et les sacs de pain. L'arrière était au ras de l'eau. À plusieurs reprises, nous embarquâmes un peu de mer, et nous n'avions pas fait 50 brasses que mes culottes et les pans de mon habit étaient tout trempés. Le capitaine nous fit arrimer le canot, et nous réussîmes à l'équilibrer un peu mieux. Malgré cela, nous avions peur de respirer. En second lieu, le jusant se faisait. Un fort courant poussait vers l'ouest, avec des clapotis à travers la baie, puis au sud et vers le large par le goulet que nous avions emprunté le matin. Le seul clapotis était un danger pour notre esquif surchargé, mais le pis était que le flux nous drossait hors de notre vraie route et loin de notre débarcadère, derrière la pointe. Si nous avions laissé faire le courant, nous aurions accosté près des Yoles, où les pirates pouvaient surgir à tout instant. « Je n'arrive pas à maintenir le cap sur le fortin, » dis-je au capitaine. J'étais en effet à la barre, tandis que Redruth et le capitaine, dispos tous deux, étaient aux avirons. « La marée nous entraîne. Pourriez-vous souquer un peu plus fort ?»« Pas sans inonder le canot, » répondit le capitaine. « Il faut vous laisser porter, monsieur, si vous voulez bien. Laissez porter jusqu'à ce que vous gagniez. » J'essayais, et constatais par expérience que la marée nous poussait vers l'ouest, tant que je ne mettrais pas le cap en plein est, autrement dit, à angle droit de la route que nous aurions dû suivre. « À ce train-là, nous n'arriverons jamais à la côte, dis-je. C'est la seule route que nous puissions tenir, monsieur, et il ne faut pas la lâcher, répliqua le capitaine. Nous devons continuer à remonter le courant. Voyez-vous, monsieur, continua-t-il, si jamais nous tombions sous le vent du débarcadère, il est difficile de dire où nous irions aborder, outre le risque d'être attaqués par les Yoles. Dans la direction où nous allons, le courant doit faiblir, et nous pourrons alors nous glisser le long de la côte. « Ce courant diminue déjà, capitaine, » dit le matelot Gray, qui était assis à l'avant. « Vous pouvez mollir un peu. »« Merci, mon garçon, » répondis-je, absolument comme si rien ne s'était passé, car nous avions tacitement convenu de le traiter comme l'un des nôtres. Soudain, le capitaine reprit la parole, et il me sembla que sa voix était un peu changée. « Le canon, » fit-il. « J'y ai pensé, » répondis-je, car je voyais qu'il songeait au bombardement du fortin. Ils ne pourront jamais le débarquer, et s'ils y parvenaient, ils ne pourraient pas le haler à travers bois. « Regardez en arrière, docteur, » répliqua le capitaine. Nous avions complètement oublié la caronade de neuf, et, à notre horreur, nous pouvions voir les 5 bandits s'affairer autour de la pièce, lui enlever son paletot, comme ils appelaient le grossier étui de toile goudronnée qui la couvrait habituellement. Et ce n'était pas tout. Il me vint à l'esprit au même instant que nous avions laissé à bord les boulets et la poudre, si bien qu'un coup de hache les mettrait à la disposition des scélérats. Israël était le canonnier de Flint, dit Gray d'une voix rauque. À tout risque, nous tînmes le cap droit sur le débarcadère. Cependant, nous nous étions suffisamment éloignés du fort du courant pour pouvoir gouverner, même à notre allure obligatoirement lente, et je réussis à diriger ferme le canot vers le but. Mais le pis était qu'avec la route ainsi tenue, nous présentions notre flanc au lieu de notre arrière, à l'Hispaniola, ce qui offrait une cible comme une porte cochère. Je pus entendre, aussi bien que voir, le misérable Israël Hands rouler un boulet sur le pont. « Qui de vous deux est le meilleur tireur ?» demanda le capitaine. « Monsieur Trelawney, sans aucun doute, » répondis-je. « Monsieur Trelawney, voudriez-vous avoir l'obligeance de me descendre l'un de ces hommes ?»« Hands, si possible, » dit le capitaine. Trelawney, impassible, vérifia l'amorce de son fusil. « Maintenant, doucement avec ce fusil, » s'écria le capitaine. « Sinon, vous allez remplir le canot. Que tout le monde s'apprête à redresser le canot quand il tirera. » Le chevalier épaula, les rames restèrent en suspens, nous nous portâmes sur l'autre côté pour faire contrepoids. Tout cela fut si bien mené que pas une goutte n'embarqua,
Là-bas, cependant, ils avaient fait pivoter le canon sur son axe et Hans, qui se tenait à la bouche avec l'écouvillon, était, en conséquence, le plus exposé. Mais nous n'eûmes pas de chance, car au moment même où Trelawney faisait feu, il se baissa. La balle siffla au-dessus de sa tête, et ce fut l'un de ses 4 compagnons qui tomba. Le cri qu'il poussa fut répété, non seulement par ses compagnons de bord, mais par beaucoup d'autres voix sur le rivage. Et, regardant dans cette direction, je vis les pirates déboucher en masse du bois et se précipiter pour prendre place dans les canots. « Voilà les yoles, capitaine !» dis-je. « En route, alors !» s'écria le capitaine. « Tant pis, si on embarque. Si nous n'arrivons pas à terre, tout est perdu. »« Une seule des yoles est garnie, » ajoutai-je. « L'équipage de l'autre doit essayer de nous couper par le rivage. »« Ils auront chaud, monsieur, » riposta le capitaine. « Les mathurins à terre, vous savez, c'est le boulet qui me préoccupe. Un vrai jeu de salon. Et une jeune fille ne nous manquerait pas. Avertissez-nous, chevalier, quand vous verrez mettre le feu, et nous nagerons à acculer. » Entre-temps, nous avions fait route à une bonne allure pour un canot si lourdement chargé. Et nous avions embarqué relativement peu d'eau. Nous approchions, encore 30 ou 40 coups d'aviron, et nous accosterions, car la marée avait déjà découvert une étroite bande de sable au pied du bouquet d'arbres. La yole n'était plus à craindre. La petite pointe nous l'avait déjà cachée. Le jusant, qui nous avait si fâcheusement retardés, nous servait maintenant, en retardant nos adversaires. L'unique source de danger était le canon. « Si j'osais, » dit le capitaine, « je m'arrêterais pour abattre un autre bandit. » Mais il était évident que rien n'empêcherait plus le coup de partir. Ils n'avaient même pas jeté les yeux sur leur camarade tombé, bien qu'il ne fût que blessé, car je pouvais le voir qui s'efforçait de s'éloigner. « Attention !» cria le chevalier. « Nage à culée !» cria le capitaine, prompt comme un écho. Redruth et lui déramèrent avec une grande secousse qui envoya notre arrière en plein sous l'eau. La détonation retentit au même instant. C'est ce coup que Jim entendit, le coup de feu du chevalier n'étant pas arrivé jusqu'à ses oreilles. Où passa le boulet ? Aucun de nous ne le sut exactement, mais j'imagine que ce fut au-dessus de nos têtes, et son vent contribua sans doute à notre désastre. Quoi qu'il en fût, le canot sombra par l'arrière, tout doucement, dans 3 pieds d'eau, nous laissant, le capitaine et moi, debout et face à face. Les 3 autres piquèrent une tête et réapparurent tout ruisselants et barbotants. Jusqu'ici, le mal n'était pas grand. Nous étions sains et saufs et nous pouvions patauger jusqu'à la côte. Mais toutes nos provisions étaient au fond. Et, ce qui était plus mauvais encore, 2 fusils seulement restaient en état de service. Le mien, je l'avais enlevé de sur mes genoux et tenu au-dessus de ma tête par une sorte d'instinct. Quant au capitaine, il portait le sien en bandoulière, sur le dos, et, en homme avisé, la crosse en haut. Les 3 autres avaient coulé avec le canot. Pour ajouter à notre souci, nous entendîmes des voix qui, déjà, se rapprochaient de nous, du côté du rivage. Au risque de nous voir coupés du fortin, dans notre état de quasi-impuissance, s'ajoutait la crainte que Joyce et Hunter, dans le cas où ils seraient attaqués par une demi-douzaine d'ennemis, n'aient pas assez de sang-froid et de courage pour tenir ferme. Pour Hunter, nous étions sûrs de lui, mais Joyce nous inspirait moins de confiance. Ce valet, agréable et poli, n'était-il pas plus apte à brosser des habits qu'à faire un foudre de guerre ? Avec toutes ces préoccupations, nous gagnâmes le rivage aussi vite que possible, laissant derrière nous l'infortuné petit canot et une bonne moitié de notre poudre et de nos provisions. Chapitre 18. Le docteur continue son récit. Fin du premier jour de combat. Nous traversâmes en toute hâte la partie boisée qui nous séparait encore du fortin. À chaque pas, les voix des flibustiers devenaient plus distinctes. Bientôt, nous perçûmes le bruit de leur foulée, le craquement des branches qu'ils brisaient sur leur passage. Je compris qu'il fallait nous attendre à une escarmouche sérieuse et vérifiai mon amorce. « Capitaine, dis-je, Trelawney est le meilleur tireur. Donnez-lui votre fusil, le sien est inutilisable. » Ils échangèrent leurs fusils et Trelawney,
silencieux et froid comme il l'avait été depuis le commencement du combat, s'immobilisa une seconde pour s'assurer du fonctionnement de son arme. À ce moment, m'apercevant que Gray n'avait pas d'arme, je lui tendis mon coutelas. Cela nous mit du baume au cœur de le voir cracher dans ses mains, froncer les sourcils et faire siffler la lame en l'air. Notre nouvelle recrue valait évidemment son pesant d'or. À 40 pas de là, nous arrivâmes à la lisière du bois, en vue de notre fortin. Nous atteignîmes la palissade par le milieu, du côté sud, et presque au même moment, 7 flibustiers, Job Anderson, le gabier en tête, débouchèrent en hurlant de l'angle sud-ouest. Ils s'arrêtèrent, déconcertés, et avant qu'ils eussent eu le temps de se reprendre, non seulement le chevalier et moi, mais Hunter et Joyce, du haut du fortin, fîmes feu. Les 4 coups claquèrent un peu dans toutes les directions, mais ils furent efficaces. L'un de nos ennemis tomba, et les autres, sans hésiter, firent demi-tour et disparurent sous les arbres. Après avoir rechargé, nous descendîmes le long de la palissade pour voir celui qui s'était abattu. Il était raide mort, une balle au cœur. Nous étions sur le point de nous féliciter de notre succès quand un coup de pistolet jaillit d'un buisson. Une balle siffla à mon oreille, et le malheureux Tom Redruth vacilla et s'écroula de tout son long sur le sol. Le chevalier et moi ripostâmes aussitôt, mais comme nous ne savions pas exactement d'où le coup était parti, ce ne fut probablement que de la poudre perdue. Après avoir rechargé, nous nous penchâmes sur le pauvre Tom. Le capitaine et Gray étaient déjà occupés à l'examiner, mais je vis d'un coup d'œil qu'il n'y avait pas d'espoir de le sauver. Je crois que la promptitude de notre réplique avait de nouveau dispersé les flibustiers, car il nous fut possible de transporter le pauvre vieux garde-chasse et de le hisser par-dessus la palissade, puis de l'emporter, gémissant et sanglant, dans la maison de Rondin. Pauvre vieux, il n'avait pas eu un mot de surprise, de plainte ou de peur depuis le début de nos malheurs jusqu'à maintenant. Comme un Troyen, il était resté derrière son matelas, dans la coursive. Il avait obéi à tous les ordres en silence, avec résolution et ponctuellement. Par 20 années, il était le plus âgé d'entre nous. Et maintenant, vieux serviteur fidèle et résigné, c'était lui qui allait mourir. Le chevalier s'agenouilla à ses côtés et lui baisa la main en pleurant comme un enfant. « Est-ce que je m'en vais, docteur ?» demanda Tom. « Tom, mon brave, dis-je, tu vas dans la vraie patrie. J'aurais bien voulu leur régler leur compte avant. »« Tom, dit le chevalier, il faut que vous me pardonniez. »« Ce ne serait pas très convenable. De moi à vous, chevalier, répondit-il. Mais puisque vous le demandez, ainsi soit-il. Amen. » Après un court silence, il demanda si quelqu'un ne pouvait pas lire une prière. « C'est la coutume, ajouta-t-il en manière d'excuse. Et peu après, sans un mot, il expira. Cependant, le capitaine qui, je l'avais remarqué, avait la poitrine et les poches étonnamment bourrées, en avait sorti différents objets, les couleurs britanniques, une bible, un rouleau de corde solide, une plume, de l'encre, le carnet de bord et du tabac en quantité. Il avait trouvé dans l'enclos un grand sapin abattu et dépouillé, et, avec l'aide de Hunter, il l'avait dressé dans un coin de la maison où les poutres s'entrecroisaient. Alors, grimpant sur le toit, il avait de ses mains déployé et hissé le pavillon. Ceci sembla beaucoup le réconforter. Il rentra dans la maison et fit l'inventaire de ce que nous avions, comme si rien d'autre n'existait. Mais malgré tout, il avait un œil sur Tom, car, dès que celui-ci eut expiré, il s'avança avec un autre pavillon qu'il étendit pieusement sur le corps. « Ne vous attristez pas, monsieur, » dit-il au chevalier en lui serrant la main. « Tout est bien ainsi. Il n'y a rien à redouter pour un homme qui est tombé fidèle au devoir. Ce n'est peut-être pas de la théologie, mais c'est un fait. » Ensuite, il me prit à part. « Docteur Livesey, me dit-il, dans combien de semaines attendez-vous le bateau de secours ?» Je lui répondis que ce n'était pas une question de semaines, mais de mois, que si nous n'étions pas de retour à la fin du mois d'août, Blandly devait nous envoyer chercher, mais ni plus tôt ni plus tard.
Vous pouvez calculer vous-même, dis-je finalement. Oui, dit le capitaine en se grattant la tête. Tout en faisant une large part à la Providence, je peux dire que notre salut est bien compromis. Que voulez-vous dire? Demandai-je. C'est bien dommage, docteur, que nous ayons perdu notre seconde cargaison. C'est ce que je veux dire, répondit le capitaine. Pour la poudre et les balles, nous en avons suffisamment. Mais les rations sont maigres, très maigres. Si maigres, docteur, qu'il vaut peut-être mieux que nous ayons une bouche de moins à nourrir. Et il désigna le corps étendu sous le drapeau. Juste à ce moment, avec un ronflement strident, un boulet passa au-dessus du toit de la maison et plongea loin derrière nous dans le bois. « Oh oh !» fit le capitaine. « Allez-y, mes amis. Vous n'avez déjà pas trop de poudre. » Le second essai fut meilleur. Le boulet tomba à l'intérieur de l'enclos en soulevant un nuage de sable, mais sans faire plus de dégâts. « Capitaine, dit le chevalier, le fortin est invisible de la goélette. Ils doivent voir le drapeau. Ne serait-il pas plus sage de le rentrer ?»« Amenez les couleurs !» s'écria le capitaine. « Non, chevalier, jamais !» Et, dès qu'il eut dit ces paroles, je crois que nous fûmes tous d'accord avec lui, car ce n'était pas seulement obéir à un louable sentiment de marin, mais aussi une bonne tactique, qui montrait à nos ennemis que nous méprisions leur canonnade. Toute la soirée, le tir continua, tantôt trop long, tantôt trop court, ou soulevant le sable de l'enclos, mais il tirait si haut que le boulet s'enfonçait droit dans le sable. Nous n'avions pas de ricochet à craindre. Un boulet, il est vrai, traversa la toiture et le plancher, mais nous nous habituâmes vite à ce jeu brutal. « Il y a une bonne chose dans tout ça, » remarqua le capitaine. « Il est probable que le bois en face de nous est libre. La marée doit être basse. Nos provisions doivent être à découvert. Il faut des volontaires pour aller chercher le lard. » Gray et Hunter s'avancèrent les premiers. Bien armés, ils escaladèrent la palissade. Mais ce fut une entreprise inutile. Les flibustiers étaient plus audacieux que nous ne l'avions imaginé, ou ils avaient trop confiance dans la canonnade d'Israël. 4 ou 5 d'entre eux étaient occupés à transporter nos provisions. Ils pataugeaient près de l'un des canots qui, à coups d'aviron, se maintenait contre le courant. Silver était à l'arrière et commandait la manœuvre. Chaque homme était maintenant muni d'un fusil provenant de quelque réserve secrète. Le capitaine s'assit devant son journal de bord et écrivit les lignes suivantes. Alexandre Smollett, capitaine. David Livesey, médecin de bord. Abraham Gray, charpentier en second. John Trelawney, armateur. John Hunter et Richard Joyce, serviteurs de l'armateur, terrien. Seuls restés fidèles de tout l'équipage du navire. Avec 10 jours de vivres en se rationnant, ont abordé ce jour et hissé le pavillon britannique sur le fortin de l'île au trésor. Thomas Redruth, serviteur de l'armateur, terrien, a été tué par les mutins. James Hawkins, garçon de cabine. J'étais en train de songer au sort du pauvre Jim Hawkins quand un appel s'éleva du côté de la terre. « Quelqu'un nous hèle » dit Hunter qui était de garde. « Docteur, chevalier, capitaine, allô, Hunter, est-ce vous ?» criait-on. Et je courus à la porte juste au moment où Jim Hawkins, sain et sauf, escaladait la palissade. Chapitre 19. Jim Hawkins reprend le récit. La garnison dans le fortin. Dès que Ben Gunn aperçut le drapeau, il s'arrêta, me retint par le bras et s'assit. « Ce sont tes amis, c'est certain, dit-il. »« Il y a plus de chances pour que ce soit les révoltés, répondis-je. »« Quoi ?» s'écria-t-il, « en un lieu pareil, où personne ne met les pieds, sauf les aventuriers. Silver, si c'était lui, y serait le pavillon noir à tête de mort. Il n'y a pas de doute. Non, ce sont tes amis. Il y a eu des coups échangés et tes amis ont eu le dessus. Et maintenant, ils sont dans le vieux fortin de Flint. Ah, c'était une tête, ce Flint.
N'était le rhum, il n'aurait jamais été roulé. Il n'avait peur de personne, sauf de Silver. Oui, Silver avait cet honneur. « Bien, dis-je, c'est possible. Raison de plus pour me dépêcher d'aller les rejoindre. »« Non, mon garçon, répondit Ben. Tu es un bon garçon ou je me trompe. Mais tu n'es qu'un gamin, au fond. Ben Gunn est un malin. Le rhum ne me ferait pas aller là où tu vas maintenant. Pas tant que je n'aurais vu ton gentilhomme et obtenu sa parole d'honneur. N'oublie pas mes paroles. Rudement plus. Que tu lui diras. Rudement plus confiance. Et il me pinça pour la 3e fois d'un air d'intelligence. Et quand on aura besoin de Ben Gunn, tu sais où le trouver, Jim. Là où tu l'as trouvé aujourd'hui. Et celui qui viendra doit avoir quelque chose de blanc à la main, et venir seul. Oh, tu diras que, pour cela, Ben Gunn a ses raisons. Bon, dis-je, je crois que je comprends. Vous avez quelque chose à proposer et vous désirez voir le chevalier ou le docteur, et on vous trouvera là où je vous ai trouvé. Est-ce tout? Et quand? Ajouta-t-il. Eh bien, entre midi, au soleil et le milieu de l'après-midi. Bon, dis-je. Et maintenant, est-ce que je peux partir? Tu n'oublieras rien, s'enquit-il anxieusement. Rudement plus confiance et il a ses raisons, diras-tu. Ses raisons. Ça, c'est le principal, d'homme à homme. Eh bien, dit-il, en me retenant encore, cette fois, tu peux partir, Jim. Et puis, Jim, si tu rencontrais Silver, tu ne vendrais pas Ben Gunn, hein? Tu ne parlerais pas, même si on te torturait. Non. Et si ces pirates campaient sur le rivage, Jim, que dirais-tu s'il y avait des veuves demain matin? Il fut interrompu par une violente détonation et un boulet s'abattit, fracassant les branches pour aller s'enfoncer dans le sable, à moins de 50 toises de l'endroit où nous causions. L'instant d'après, nous avions pris nos jambes à notre cou, chacun de notre côté. Pendant une bonne heure, de fréquentes détonations secouèrent l'île, et les boulets s'écrasaient à travers le bois. J'allais de cachette en cachette, sans cesse poursuivi, du moins j'en avais l'impression, par ces terribles projectiles. Mais, vers la fin du bombardement, sans oser encore m'aventurer dans la direction du fortin, où les boulets tombaient le plus souvent, j'avais commencé, à ma façon, à rassembler mon courage. Et, après un long détour vers l'est, je rampais sous les arbres du rivage. Le soleil était descendu à l'horizon. La brise, venant de la mer, agitait les feuilles et brouillait la terne surface de la baie. La marée était basse, et de grands espaces de sable étaient à découvert. Le vent, après la chaleur de la journée, me faisait frissonner sous ma vareuse. L'Hispaniola était encore à l'ancre, mais, à coup sûr, c'est le Jolly Roger qui flottait à son mât, le pavillon noir à tête de mort des pirates. Comme je regardais, il y eut un nouvel éclair rouge suivi d'une nouvelle détonation que les échos se renvoyèrent. Une fois de plus, un boulet siffla dans l'air. Ce fut le dernier. Un moment, je restais à guetter le remue-ménage qui suivit la canonnade. Des hommes étaient occupés à démolir quelque chose à coups de hache sur la rive, dans le voisinage du fortin. Notre pauvre petit canot, comme je l'appris plus tard. Au loin, près de l'embouchure de la rivière, un grand brasier éclairait les arbres, et entre cette pointe et le navire, une yole faisait la navette. Les hommes que j'avais vus si maussades chantaient en maniant les rames, comme des enfants. Mais il y avait une dissonance dans leur voix qui suggérait le rhum. À la fin, je crus pouvoir regagner le fortin. J'étais assez loin, en bas, sur la bande de sable qui entoure la baie à l'est et qui, à marée basse, rejoint l'îlot du Squelette. Comme je me levais, je vis, à quelque distance de cette bande et s'élevant au milieu des buissons, un rocher isolé, assez haut et d'une blancheur particulière. Je pensais que ce pouvait être là le rocher blanc à propos duquel Ben Gunn m'avait dit qu'un jour ou l'autre, si on avait besoin d'une embarcation, je saurais où la trouver. Puis, longeant les bois, j'atteignis le fortin par l'arrière et fus chaleureusement accueilli par ceux de mon parti. J'eus bientôt raconté mon histoire, et je pus regarder autour de moi. La maison, toiture, murs et plancher
était faite de troncs de sapin mal équarris. Le plancher était à 1 pied, ou 1 pied et demi, au-dessus du sable. Il y avait un porche devant la porte, et sous ce porche, une source jaillissait dans un bassin artificiel d'un genre assez insolite. Ce n'était rien de moins que le grand chaudron d'un bateau dont le fond avait été enlevé et plongé dans le sable, jusqu'à la ligne de flottaison, comme disait le capitaine. Il restait peu de choses en dehors de la charpente de la maison, mais dans un coin, il y avait une dalle de pierre, mise là en guise de foyer, et une vieille corbeille de fer rouillé destinée à contenir le feu. Sur les pentes de la butte et à l'intérieur du retranchement, les arbres avaient été abattus pour construire le fortin, et, par les souches, nous pouvions voir l'importance et la luxuriance du bosquet détruit. Le terrain avait été en grande partie emporté par la pluie et avait glissé faute de soutien naturel. Seulement, du côté où un ruisselet s'échappait du chaudron, il y avait un épais tapis de mousse, quelques fougères et des buissons rampants verdoyaient parmi les sables. Près du fortin, trop près pour la défense, disaient mes compagnons, la forêt poussait, haute et dense, tout en sapin du côté de la terre, mais avec beaucoup de chênes verts du côté de la mer. La froide brise du soir dont j'ai parlé s'infiltrait à travers les interstices de notre grossière habitation et saupoudrait le plancher d'une pluie de sable fin. Nous avions du sable dans les yeux, du sable dans la bouche, du sable dans nos aliments, du sable dans l'eau de la source, au fond du chaudron, rappelant tout à fait un porridge sur le point de bouillir. Notre cheminée était simplement un trou carré dans le plafond, et une bien faible partie de la fumée s'échappait par là. Le reste flottait dans la maison, nous piquait les yeux et nous faisait tousser. Ajoutez à cela que Gray, notre nouvelle recrue, avait la figure enveloppée d'un bandage, car il avait été blessé en s'échappant des mains des bandits, et que Redruth était encore là, le long du mur, roide et rigide sous son drapeau. Si nous avions été autorisés à rester inactifs, nous aurions sombré dans le désespoir. Mais le capitaine Smollett n'était pas homme à tolérer ça. Il nous fit appeler et répartit les gardes. D'une part, il y avait le docteur, Gray et moi. D'autre part, le chevalier, Hunter et Joyce. Fatigués comme nous l'étions, 2 hommes furent désignés pour aller chercher du bois, 2 autres creusèrent une fosse pour Redruth, le docteur fut nommé cuisinier, et je fus placé en sentinelle à la porte. Le capitaine allait de l'un à l'autre, nous encourageant et donnant un coup de main quand c'était nécessaire. De temps à autre, le docteur venait prendre l'air à la porte pour sortir de la fumée qui l'aveuglait, et chaque fois, il me disait un mot ou deux. « Ce Smollett, me dit-il, entre autres choses, est meilleur que je ne le suis. Et quand je dis ça, Jim, cela veut beaucoup dire. » Une autre fois, il resta silencieux un moment, puis pencha la tête et me regarda. « Est-ce que Ben Gunn est un homme comme les autres ?» me demanda-t-il. « Je ne sais pas, dis-je. Il est peut-être un peu fou. »« Cela ne laisse aucun doute, » répondit le docteur. « Un homme qui se ronge les ongles depuis 3 ans sur une île déserte, Jim, ne peut pas être normal. Ce serait contraire à la nature humaine. »« C'est bien du fromage qu'il voulait ?»« Oui, monsieur, du fromage. »« Eh bien, Jim, dit-il, tu vois ce que c'est que d'être un peu parcimonieux. As-tu remarqué ma tabatière ? Et tu ne m'as jamais vu prendre une prise. La raison, c'est que, dans ma tabatière, il y a un morceau de fromage de parmesan, un fromage fait en Italie, très nourrissant. Eh bien, ce sera pour Ben Gunn. » Avant de manger notre souper, nous enterrâmes le pauvre Tom dans le sable et restâmes un moment autour de sa tombe, tête nue dans le vent. Une bonne provision de bois avait été accumulée à l'intérieur de la maison, mais ce n'était pas encore assez au goût du capitaine, et il nous dit qu'il faudrait nous y remettre le lendemain matin avec plus d'énergie. Quand nous eûmes mangé notre lard, et que chacun de nous eut bu un grog bien alcoolisé, les 3 chefs se réunirent dans un coin pour examiner la situation. Il semble qu'ils ne savaient vraiment que faire. Nos provisions étaient si faibles que la famine nous obligerait à capituler bien avant l'arrivée d'un secours. Notre seul espoir était de faire une guerre sans pitié aux bandits, jusqu'au moment où ils baisseraient pavillon ou s'enfuiraient avec l'Hispaniola. De 19, ils étaient déjà réduits à 15, dont 2 étaient blessés et l'un d'entre eux au moins grièvement.
celui qui avait été atteint à côté du canon, sinon mort. Chaque fois que nous aurions l'occasion de faire feu, il ne faudrait pas la manquer, tout en épargnant nos propres vies avec un soin extrême. De plus, nous avions 2 puissants alliés, le rhum et le climat. Pour ce qui est du premier, bien qu'éloigné d'environ 1 demi-mille des mutins, nous pûmes entendre très souvent dans la nuit les braillements et les chants dont ils étaient la cause. Pour ce qui est du second, le docteur gageait sa perruque que, s'étant installé dans le marais et manquant de remède, la moitié des flibustiers seraient sur le flanc avant 1 semaine. « Et alors, ajouta-t-il, si nous ne sommes pas tous tués auparavant, ils s'estimeront très heureux de fuir sur la goélette. C'est toujours un bateau, et je suppose qu'ils pourront reprendre leur vie de pirates. »« Le premier navire que j'ai jamais perdu, » fit le capitaine Smollett. J'étais mort de fatigue, comme vous pouvez l'imaginer, et quand je me fus couché après beaucoup de va-et-vient, je dormis comme une souche. Les autres avaient déjà eu le temps de déjeuner et d'augmenter du double la pile de bois, quand je fus réveillé par un brouhaha. « Le drapeau blanc !» entendis-je. Puis, aussitôt après, avec un cri d'étonnement, « Silver en personne !» Je bondis et, me frottant les yeux, courus à une meurtrière. Chapitre 20. L'ambassade de Silver. Il y avait bien 2 hommes de l'autre côté de la palissade. L'un agitait une toile blanche, l'autre, rien de moins que Silver en personne, se tenait tranquillement à son côté. Il était encore très tôt, et il faisait un froid exceptionnel, un froid qui vous transperçait jusqu'à la moelle. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, et la cime des arbres était rose. Mais Silver et son lieutenant étaient dans l'ombre, et une vapeur blanche, venue du marais, qui avait rampé pendant la nuit, leur montait jusqu'aux genoux. Le froid et cette vapeur donnaient une piètre idée de la salubrité de cette île. C'était évidemment un lieu humide, malsain, bien fait pour attraper les fièvres. « Restez à l'intérieur, » dit le capitaine. « Je parie à 10 contre 1 que c'est un piège. » Puis, élant le flibustier. « Qui va là ? Halte ou je tire !»« Le pavillon parlementaire !» cria Silver. Le capitaine était sous le porche, se gardant prudemment de toute balle traîtresse. Il se tourna vers nous et dit « La faction du docteur, à veiller. Docteur Livesey, côté nord, Jim, côté est, Gray, ouest. Les autres chargent les mousquets. Vivement, les hommes, et méfiance. » Ensuite, il se tourna vers les pirates. « Que voulez-vous avec votre pavillon parlementaire ?» cria-t-il. Cette fois, ce fut l'autre qui répliqua en hurlant. « Le capitaine Silver, monsieur, demande à être entendu. »« Le capitaine Silver ? Connais pas. »« Qui est-ce » s'écria le capitaine. Et il ajouta, comme pour lui-même. « Capitaine, ma foi, c'est de l'avancement. » Long John répondit. « C'est moi. Ces pauvres bougres m'ont nommé capitaine après votre désertion. » Et il appuya fortement sur le mot « désertion ». « Nous sommes disposés à nous soumettre, si nous en venons à un accord, et sans rancune. Tout ce que je demande, c'est votre parole, capitaine Smollett, de me laisser sortir de l'enclos sain et sauf et de me donner 1 minute pour me mettre hors de portée avant d'ouvrir le feu. »« Mon garçon, » dit le capitaine Smollett, « je n'ai pas la moindre envie de causer avec vous. Si vous voulez me parler, vous pouvez venir, c'est tout. S'il y a trahison, elle sera de votre côté, et Dieu vous garde. »« Cela me suffit, capitaine, » lança Long John avec chaleur. « Un mot de vous me suffit. Je sais ce que c'est qu'un gentilhomme. Vous pouvez m'en croire. » Nous vîmes l'individu au drapeau blanc essayer de retenir Silver. Il n'y avait rien d'étonnant à cela, si l'on considère la façon cavalière avec laquelle le capitaine avait répondu. Mais Silver se mit à rire et lui donna une tape dans le dos, comme si le moindre soupçon avait été absurde. Puis il approcha de la palissade, jeta sa béquille par-dessus, passa une jambe et, avec beaucoup de vigueur et de souplesse, escalada le retranchement et retomba sans mal de notre côté. Je dois avouer que j'étais trop passionné par ce qui se passait pour être une sentinelle tant soit peu utile. Pour tout dire,
J'avais déjà déserté ma meurtrière et je m'étais glissé derrière le capitaine qui était maintenant assis devant la porte, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, les yeux fixés sur l'eau qui bouillonnait dans le vieux chaudron. Il sifflait entre ses dents. « Venez, filles et garçons !» Silver eut beaucoup de peine à grimper sur le monticule, à cause de la pente abrupte, des souches des arbres, du sable trop mou. Il était, avec sa béquille, aussi désemparé qu'un navire par gros temps. Mais il lutta en silence, comme un brave, et finalement arriva devant le capitaine qu'il salua le plus élégamment du monde. Il s'était mis sur son 31, une veste bleue beaucoup trop grande, étincelante de boutons de cuivre, lui descendait jusqu'aux genoux, et une casquette superbement galonnée était posée, en arrière, sur son occiput. « Vous voilà, mon garçon, » dit le capitaine en levant la tête. « Vous feriez mieux de vous asseoir. »« N'allez-vous pas me laisser entrer, capitaine ?» gémit Long John. « Il fait bien froid, capitaine, pour rester assis dehors sur le sable. »« Silver, » répondit le capitaine, « s'il vous avait plu de rester honnête, vous pourriez être au chaud dans votre cuisine. C'est votre affaire. Ou bien vous êtes mon cuisinier, et vous étiez, je crois, assez bien traité. Ou bien le capitaine Silver, un vulgaire pirate, tout juste bon pour la corde. »« Compris, capitaine, » répondit le coq en s'asseyant sur le sable. « Vous m'aiderez seulement à me lever, voilà tout. Vous êtes dans un joli coin. Ah, voilà Jim. Bien le bonjour, Jim. Docteur, mes respects. Vous êtes tous réunis en famille, si l'on peut dire. »« Si vous avez quelque chose à dire, mon garçon, ne tardez pas trop, » interrompit le capitaine. « Vous avez raison, capitaine Smollett, » répondit Silver. « Le devoir, c'est le devoir, pour sûr. Alors, voilà, vous avez fait un beau coup la nuit dernière, je le reconnais. C'était un fameux coup. Il y en a un parmi vous qui sait joliment bien manier l'anspect. Et je ne nie pas que certains d'entre nous ont été un peu ébranlés. Peut-être tous. Moi aussi, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que je suis là. Mais prenez garde, capitaine, cela n'arrivera pas 2 fois. Nous monterons la garde, et nous prendrons une lampée de rhum de moins. Vous croyez peut-être que nous étions tous saouls. Je peux vous dire que je ne l'étais pas. J'étais seulement crevé de fatigue, et si j'avais ouvert l'œil 1 seconde plus tôt, je vous aurais pris sur le fait. Il n'était pas encore mort quand je suis allé près de lui. « Et après » dit le capitaine Smollett, aussi froid qu'il pouvait l'être. Tout ce que Silver venait de dire était une énigme pour lui, mais il était impossible de s'en apercevoir. Quant à moi, je commençais à deviner. Les dernières paroles de Ben Gunn me revinrent à l'esprit. Il avait dû rendre visite aux flibustiers pendant qu'ils dormaient, tous ivres-morts autour de leur feu, et je calculais avec satisfaction que nous n'avions plus contre nous que 14 ennemis. « Alors, » dit Silver, « voilà notre point de vue. Nous voulons le trésor, et nous l'aurons. Vous voulez sauver vos vies, c'est votre affaire. Vous avez une carte, n'est-ce pas ? » « C'est possible, » répliqua le capitaine. « Vous l'avez, je le sais. Vous n'avez pas à être si raide avec moi. Ceci n'a rien à voir avec le service, croyez-moi. Nous voulons cette carte, c'est tout. Maintenant, je ne vous ai jamais voulu de mal, pour ma part. »« Cela ne prend pas avec moi, mon garçon, » interrompit le capitaine. « Nous savons exactement quelles étaient vos intentions. Et elles nous importent peu, car maintenant, voyez-vous, vous ne pouvez plus réussir. » Et, le regardant avec placidité, le capitaine se mit à bourrer une pipe. « Si Abe Gray, » commença Silver. « Arrêtez !» s'écria le capitaine Smollett. « Gray ne nous a rien dit. Et nous ne lui avons rien demandé. Et qui plus est, je voudrais vous voir sauter en l'air, vous et lui, et toute cette île. Voilà mon point de vue, mon garçon. » Ce petit éclat de colère parut assagir Silver. Jusqu'ici, son irritation n'avait fait que croître, mais il se ressaisit. « Probable, dit-il. Je n'ai pas à juger ce que des gentilshommes trouvent juste ou pas, suivant le cas. Et puisque vous êtes en train de bourrer une pipe, capitaine, je prendrai la liberté d'en faire autant. » Il bourra sa pipe et l'alluma. Les 2 hommes restèrent silencieux, à fumer leur pipe,
tantôt se dévisageant, tantôt renfonçant leur tabac ou tournant la tête pour cracher. C'était une vraie comédie que de les voir. « Maintenant, reprit Silver, voici. Vous nous donnez la carte pour qu'on trouve le trésor, et vous cessez de tuer de pauvres marins et de les assommer pendant leur sommeil. Vous faites ça, et alors vous pouvez choisir. Ou venir à bord avec nous, une fois le trésor embarqué, et alors je vous donne ma parole de vous déposer sain et sauf quelque part, ou bien, si cela n'est pas de votre goût, certains de mes amis ayant la main plutôt rude et quelques punitions à venger, vous pouvez rester ici. Nous partagerons équitablement les provisions, et je vous donne ma parole d'honneur de signaler votre présence au premier navire que nous rencontrerons. Maintenant, ça, c'est parler. Vous ne pouviez espérer mieux? Et j'espère, il éleva la voix, que tous ceux qui sont ici m'ont entendu, car ce que j'ai dit à l'un, je l'ai dit à tous. Le capitaine Smollett se leva et d'un coup sec secoua les cendres de sa pipe sur la paume de sa main gauche. « C'est tout ?» demanda-t-il. « Mon dernier mot, tonnerre, » répondit John. « Refusez ça, et vous n'aurez plus de moi que des balles de mousquet. »« Très bien, » dit le capitaine. « Maintenant, écoutez-moi. Si vous vous présentez ici, l'un après l'autre, désarmés, je m'engage à vous mettre au fer et à vous ramener en Angleterre pour un joli procès. Si vous n'acceptez pas, mon nom est Alexander Smollett. J'ai hissé les couleurs de mon souverain, et vous pouvez aller au diable. Vous ne pouvez pas trouver le trésor. Vous ne pouvez pas manœuvrer le navire. Il n'en est pas un parmi vous qui en soit capable. Vous ne pouvez pas nous combattre. Gray, ici présent, a échappé à 5 des vôtres. Votre bateau est désemparé, maître Silver. Vous êtes prêt à vous échouer. Vous vous en apercevrez bientôt. Je reste ici, je vous le dis. Et ce sont mes dernières paroles, car, au nom du ciel, je vous enverrai une balle dans le dos la prochaine fois que je vous rencontrerai. Filez, mon garçon. Et plus vite que ça. La figure de Silver était un vrai tableau. De rage, les yeux lui sortaient de la tête. Il secoua sa pipe. « Donnez-moi la main !» s'écria-t-il. « Pas moi !» répliqua le capitaine. « Qui m'aidera à me relever ?» rugit Silver. Pas un de nous ne bougea. Hurlant les plus terribles imprécations, il rampa sur le sable jusqu'à ce qu'il pût saisir le porche et s'appuyer de nouveau sur sa béquille. Puis il cracha dans l'eau de source. « Voilà ce que je pense de vous !» cria-t-il. « Dans moins d'1 heure, vous flamberez comme un punch dans votre vieux blockhaus. Riez, tonnerre, riez. Avant 1 heure, vous rirez dans l'autre monde. Ceux qui mourront seront les moins à plaindre. » Et avec un horrible blasphème, il partit en clopinant, labourant le sable. Après 4 ou 5 tentatives malheureuses, aidé par l'homme au drapeau, il franchit la palissade et disparut entre les arbres. Chapitre 21. L'attaque. Dès que Silver eut disparu, le capitaine, qui l'avait observé attentivement, se tourna vers l'intérieur de la maison et constata que personne n'était à son poste, sauf Gray. Pour la première fois, nous le vîmes en colère. « À vos postes !» rugit-il. Et ensuite, quand nous eûmes regagné nos places, « Gray, dit-il, j'inscrirai votre nom dans le livre du bord. Vous êtes un vrai marin. Monsieur Trelawney, vous m'étonnez, monsieur. Docteur, je croyais que vous aviez porté l'uniforme du roi. Si c'est ainsi que vous avez servi à Fontenoy, vous auriez mieux fait de rester chez vous. » La garde du docteur avait regagné ses meurtrières. Les autres étaient occupés à charger les mousquets de réserve, et chacun était rouge et avait, comme on dit, l'oreille basse. Le capitaine nous regarda en silence, puis il dit « Mes amis, j'ai envoyé une bordée à Silver. J'ai fait exprès de le chauffer à blanc, et, avant que l'heure ne se soit écoulée, nous serons attaqués, comme il l'a dit. Ils sont supérieurs en nombre, inutile de vous le dire. Mais nous sommes à couvert et, il y a seulement 1 minute, j'aurais pensé que nous savions combattre avec discipline. Je suis sûr que nous pouvons les battre, si vous le voulez. » Ensuite, il fit sa ronde et vit, comme il le dit, que tout était paré. À l'est et à l'ouest, il n'y avait que 2 meurtrières. Au sud, du côté du porche, il y en avait également 2, mais du côté du nord, il y en avait 5.
Pour nous 7, nous disposions d'une vingtaine de mousquets. Les tas de bois formaient 4 piles, 4 tables pour ainsi dire, situées chacune au milieu de chaque côté, et sur chacune d'elles, il y avait des munitions et 4 mousquets chargés à portée de main des défenseurs. Au milieu, on avait rangé les poignards. « Éteignez le feu, dit le capitaine. Il fait moins froid, et nous ne devons pas avoir de fumée dans les yeux. » M. Trelawney emporta la corbeille de fer au dehors, et les braises furent étouffées dans le sable. « Hawkins n'a pas eu son déjeuner. Hawkins, servez-vous, et retournez à votre poste, poursuivit le capitaine Smollett. « Vivement, mon garçon. On n'a pas de temps à perdre. Hunter, servez une tournée d'eau-de-vie. » Cependant, le capitaine complétait intérieurement son plan de défense. « Docteur, vous occuperez la porte, dit-il. Ayez l'œil, et ne vous exposez pas. Restez à l'intérieur et faites feu par le porche. Hunter, prenez le côté est, là. Joyce, restez à l'ouest, mon garçon. Monsieur Trelawney, vous êtes le meilleur tireur. Vous et Gray prendrez le côté nord avec les 5 meurtrières. C'est par là qu'est le danger. S'ils pouvaient arriver jusque-là et faire feu à travers nos propres sabords, ça commencerait à sentir mauvais. Hawkins, ni vous ni moi ne sommes de bons tireurs. Nous rechargerons les armes et prêterons main forte. » Comme le capitaine l'avait dit, le froid était passé. Dès que le soleil eut atteint notre enceinte d'arbres, il tapa avec force sur notre clairière et aspira d'un trait les vapeurs de la nuit. Bientôt, le sable fut brûlant et la résine se mit à fondre dans les troncs du blocos. Nous nous débarrassâmes de nos vareuses, ouvrîmes le col de nos chemises et retroussâmes nos manches. Puis, chacun attendit là, à son poste, enfiévré par la chaleur et l'attente. 1 heure s'écoula. « Qu'ils aillent au diable !» fit le capitaine. « C'est d'un ennui mortel. Gray, sifflez pour faire venir le vent. » Juste à ce moment, se manifestèrent les premiers signes de l'attaque. « S'il vous plaît, capitaine, dit Joyce, si je vois quelqu'un, dois-je tirer dessus ?»« Je vous l'ai déjà dit, s'impatienta le capitaine. »« Merci, capitaine, répondit Joyce avec la même politesse tranquille. Rien ne se produisit, mais nous étions tous aux aguets, les tireurs avec leurs mousquets à la main, le capitaine au milieu du blocos, les lèvres serrées, les traits tendus. Quelques secondes passèrent. Soudain, Joyce épaula et fit feu. Cette détonation fut presque immédiatement suivie par une volée ininterrompue de coups de fusil qui se succédèrent l'un après l'autre, partant de tous les côtés de la palissade. Plusieurs balles frappèrent la maison de Rondin, mais aucune ne pénétra à l'intérieur. Quand la fumée se fut dissipée, les bois alentour et le fortin semblèrent aussi paisibles qu'auparavant. Pas une branche ne remuait, pas un canon de fusil ne trahissait la présence de nos ennemis. « Avez-vous touché votre homme ?» demanda le capitaine. « Non, capitaine, » répondit Joyce, « je ne crois pas. »« Dommage, mais il vaut toujours mieux dire la vérité, » murmura le capitaine. « Rechargez son fusil. Hawkins. »« Combien pensez-vous qu'ils étaient de votre côté, docteur ?» « Je sais très exactement que 3 coups de feu ont été tirés de mon côté, » dit le docteur Livesey. « J'ai vu les 3 éclairs. 2 très près l'un de l'autre, le 3e plus à l'ouest. »« 3, répéta le capitaine. « Et combien de votre côté, monsieur Trelawney ?» Mais il n'était pas si facile de répondre à cette question. Les coups de feu avaient été nombreux. 7 de l'avis du chevalier, 8 ou 9 selon Gray. Des côtés est ou ouest, un seul coup était parti. Il était donc évident que l'attaque serait concentrée du côté nord et que, des 3 autres côtés, nous ne serions gênés que par un simulacre d'hostilité. Mais le capitaine Smollett ne changea en rien ses dispositions. Si les mutins arrivaient à franchir la palissade, estimait-il, ils prendraient possession de toute meurtrière non gardée et nous abattraient comme des rats dans notre propre retranchement. D'ailleurs, nous n'eûmes guère le temps de réfléchir. Soudain, avec un puissant cri de guerre, une nuée de pirates s'élança des bois, du côté nord, et courut droit sur l'enclos. Au même instant, une nouvelle fusillade jaillit des bois. Une balle entra, en sifflant par la porte, fit voler en éclats le mousquet du docteur. Les assaillants surgirent, comme une bande de singes, en haut de la palissade. Le chevalier et Gray firent feu coup sur coup. 3 mutins tombèrent, l'un en avant, dans l'enclos, les 2 autres en arrière, de l'autre côté. Mais l'un de ceux-ci était évidemment plus effrayé que véritablement blessé,
car il fut sur pied en un clin d'œil et disparut à travers bois. 2 avaient mordu la poussière. 1 avait fui. 4 avaient réussi à prendre pied à l'intérieur de nos retranchements, tandis qu'à l'abri des arbres, 7 ou 8 flibustiers, pourvus chacun, de toute évidence, de plusieurs mousquets, soutenaient un feu nourri, mais inefficace contre notre fortin. Les 4 assaillants coururent droit au blocos en hurlant, et les hommes derrière les arbres les encourageaient de leurs cris. Plusieurs coups partirent, mais avec une telle précipitation qu'aucun ne porta. En un moment, les 4 pirates eurent grimpé le monticule et furent sur nous. La tête de Job Anderson, le maître d'équipage, apparut à la meurtrière du milieu. « Sur eux, tous ensemble, tous !» rugit-il d'une voix de tonnerre. Au même instant, un autre pirate empoigna par le canon le mousquet de Hunter, le lui arracha des mains et le tira au dehors par la meurtrière, puis, d'un coup à assommer un bœuf, étendit le malheureux, inanimé, sur le sol. Cependant, un 3e mutin courait impunément autour de la maison. Il fit brusquement son apparition sur le seuil de la porte et tomba, coutelas levé, sur le docteur. Les positions se trouvaient complètement renversées. Il y avait seulement 1 minute, nous combattions à l'abri un ennemi qui se trouvait à découvert. Maintenant, c'est nous qui étions exposés et incapables de riposte. La maison de Rondin était pleine de fumée, ce qui nous assurait une sécurité relative. Les cris et la confusion, les éclairs et les détonations des coups de pistolet et une plainte déchirante m'emplissaient les oreilles. « Hors d'ici, les gars, hors d'ici et combattons au grand jour. Au couteau !» cria le capitaine. J'enlevai un poignard sur la pile, et quelqu'un qui en prenait un autre me fit à la main une coupure que je sentis à peine. Je m'élançai hors de la maison à la lumière du soleil. J'étais suivi de près, j'ignore par qui. Juste devant moi, le docteur repoussait un assaillant sur la pente et, au moment même où je le voyais, il le désarma et l'envoya rouler sur le dos, une large entaille en travers du visage. « Faites le tour, les gars, faites le tour !» hurla le capitaine, et malgré le hourvari, je perçus un changement dans sa voix. Machinalement, j'obéis et, mon couteau levé, je courus vers le coin est de la maison. Je me trouvais face à face avec Anderson. Avec un hurlement, il leva en l'air sa hache étincelante au soleil. Je n'eus pas le loisir d'avoir peur, mais alors que le coup était en suspens, je sautai de côté et, manquant le pied dans le sable mou, je roulai à bas de la pente, la tête la première. Au moment où j'avais franchi la porte, les autres mutins avaient déjà commencé à escalader la palissade pour en finir une bonne fois avec nous. L'un d'eux même, coiffé d'un bonnet rouge, le coutelas entre les dents, avait réussi à passer une jambe par-dessus. Tout cela fut si rapide que je fus à nouveau sur pied avant que l'homme au bonnet rouge eût eu le temps de changer de position. Cependant, un autre montrait sa tête au sommet de la palissade. Et pourtant, ce court laps de temps avait suffi pour nous assurer la victoire. Gray, qui me suivait de près, avait achevé le gros maître d'équipage avant que celui-ci eût eu le temps de se ressaisir. Un autre avait été frappé à une meurtrière tandis qu'il tirait dans la maison, et maintenant il agonisait sur le sol, tenant encore son pistolet fumant. Un 3e, comme je l'avais vu, était tombé sous les coups du docteur. Sur les 4 hommes qui avaient escaladé la palissade, un seul n'avait pas été touché et, abandonnant son coutelas sur le champ de bataille, talonné par la peur, il était en train d'escalader la palissade dans l'autre sens. « Feu ! Feu de la maison !» cria le docteur. « Tous à l'abri, les amis !» Mais ces paroles ne furent pas entendues. Pas un coup ne fut tiré, et le dernier de nos assaillants put s'échapper sans mal et disparaître dans le bois avec les autres. En 3 secondes, la bande avait été balayée, à l'exception des 5 bandits qui étaient restés sur le terrain, 4 à l'intérieur et 1 à l'extérieur de la palissade. Le docteur, Gray et moi courûmes nous mettre à l'abri. Les survivants auraient bientôt regagné l'endroit où ils avaient laissé leurs mousquets, et la fusillade pouvait reprendre d'un instant à l'autre. La fumée s'était à peu près dissipée, et nous vîmes d'un coup d'œil de quel prix nous avions payé la victoire. Hunter gisait derrière sa meurtrière, assommé. Joyce était près de la sienne, immobile, à jamais, la tête traversée d'une balle. Au milieu, le chevalier soutenait le capitaine, tous deux aussi pâles l'un que l'autre. « Le capitaine est blessé, » dit M. Trelawney. « Se sont-ils enfuis ?» demanda M. Smollett.
Tous ceux qui l'ont pu. Vous pouvez en être sûr, répondit le docteur. Mais il y en a 5 qui ne courront plus jamais. 5 s'écria le capitaine. Allons, voilà qui est mieux. 5 contre 3. Cela nous laisse à 4 contre 9. La proportion est meilleure qu'au début. Nous étions 7 contre 19, ou du moins nous le pensions, ce qui ne vaut pas mieux. Note de l'auteur, les mutins ne furent bientôt plus que 8, car l'homme qui avait été blessé par M. Trelawney à bord de la goélette mourut dans la soirée. Mais cela ne fut naturellement connu que plus tard. Merci d'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous souhaitez promouvoir cette chaîne, vous pouvez aussi liker, mettre un commentaire et partager.